Le roi Charles a donc littéralement actionné un interrupteur d'urgence sur le réseau du palais depuis sa loge, plongeant toute l'institution dans le noir pendant des heures, le temps qu'il rédige son testament en secret. Ce n'est ni une métaphore, ni une exagération de la presse à scandale. Le roi d'Angleterre a utilisé ce dispositif de sécurité informatique datant de la guerre froide pour couper l'accès de son personnel aux serveurs centraux, car il ne voulait pas que quiconque surveille ce qu'il s'apprêtait à signer. Et le document qu'il a signé modifie fondamentalement et potentiellement pour toujours la répartition des biens au sein de la famille royale. Avant de plonger dans le récit rocambolesque de ces événements, une petite précision. Si vous appréciez les analyses approfondies des drames royaux qui expliquent ce qui se trame réellement dans les coulisses du palais, abonnez-vous à Crown Watch. Cela nous permet de continuer à produire ces vidéos. Et croyez-nous, vous ne voudrez pas manquer la suite de cette histoire. Alors commençons par l'image qui me hante depuis que j'ai entendu parler de cette affaire. En ce mardi matin glacial de fin 2025, à Sandringham House, le secrétaire particulier du roi Sir Clive Anderton ouvre une lourde mallette en cuir sous une lampe de bureau dans la bibliothèque. À l'intérieur, posée sur les documents officiels habituels, se trouve une feuille de parchemin épais portant le filigrane du code privé du souverain. 5 lignes de texte écrites dans un code victorien archaïque utilisé depuis plus d'un siècle par les avocats de la famille royale. Pour le lecteur étranger, il s'agit d'une simple description de propriété, celle d'un cottage dans l'Aberdeenshire, mais il n'en est rien. C'est un ordre légal préétabli enjoignant au trésorier de la famille royale de Gellin immédiatement les registres de distribution du portefeuille d'investissement personnel du souverain. C'est ainsi que tout commence par ces 5 lignes de texte codées un mardi matin glacial. Un peu de contexte s'impose. En vertu d'un accord datant de 1993, les testaments privés des monarques britanniques décédés sont automatiquement placés sous scellé et inaccessibles au public pendant au moins 90 ans. Ce rempart juridique a précisément pour but de dissimuler l'étendue réelle du patrimoine personnel de la couronne au Parlement et aux autorités fiscales. Mais le document sur lequel travaillait Charles ce mardi matin-là n'était pas un testament classique destiné à être ouvert après son décès. Il s'agissait d'un testament expérimental visant à modifier la répartition de ses biens non liés à la couronne avant sa mort, alors qu'il était encore vivant. Tant qu'il règne, cette distinction est primordiale. C'est là que les choses deviennent vraiment étranges. Quelques minutes après que le roi eut examiné ce document, les systèmes de sécurité automatisés de la salle de communication de Sandringham s'arrêtèrent brutalement. Tous les écrans des terminaux du rez-de-chaussée devinrent noirs, à l'exception d'une icône rouge clignotante. Les techniciens informatiques de service tentèrent de redémarrer le serveur local, mais le système refusa leur code d'administrateur. L'ensemble du domaine fut bloqué numériquement et personne ne comprenait pourquoi. Le secrétaire particulier exigea des explications du responsable de la sécurité, car cela avait contourné tous les protocoles de rotation habituels du palais. Le personnel de Sandringham fut complètement coupé du centre administratif principal du palais de Buckingham à Londres. Dans un premier temps, on crut à une cyberattaque visant l'infrastructure du domaine. C'était un événement sans précédent. Le mystère a été résolu en une dizaine de minutes lorsqu'un audit physique de la salle des serveurs a été effectué. On a découvert qu'un interrupteur de déverrouillage avait été actionné manuellement depuis le vestiaire privé du roi. Charles lui-même avait utilisé une clé maîtresse physique, un outil de sécurité redondant créé pendant la guerre froide spécifiquement pour des scénarios comme celui-ci, afin de couper la ligne réseau externe du domaine. Il ne voulait pas que son activité numérique soit surveillée par le réseau central du palais pendant la rédaction du nouveau texte de loi.
Imaginez un peu, le monarque régnant était tellement soucieux que son entourage puisse suivre ses moindres faits et gestes qu'il a physiquement coupé la connexion Internet de sa loge grâce à un système de secours conçu pour les situations d'urgence liées à la sécurité nationale. Voilà n'est pas la procédure habituelle du palais. Voilà quelqu'un qui agit avec un tel secret que l'on peut supposer que, quel que soit le document qu'il signait, il savait qu'il susciterait une vive opposition si quelqu'un en prenait connaissance avant que l'encre ne soit sèche. Alors que le réseau était encore plongé dans le noir, le médecin personnel du roi, le docteur Michael Dixon, sortit des appartements privés, une bourse en cuir scellée à la main. Il ne s'adressa à aucun des conseillers qui l'attendaient dans le couloir. Il remit directement la pochette à un coursier qui attendait sur une moto moteur tournant dans la cour. La destination de ce coursier demeura un secret absolu pour le reste de la famille. Le registre logistique n'indiquait aucun plan de vol ni manifeste de voyage déposé auprès de la police locale. L'institution opérait dans l'opacité la plus totale, le monarque régnant utilisant des protocoles personnels d'urgence pour faire transiter des documents juridiques à travers le pays à l'insu de son héritier. À présent, parlons de ce qui se passait du côté de William pendant ce temps. Le bureau de William au palais de Kensington signale toute activité inhabituelle sur les comptes privés du souverain grâce à un système de suivi financier partagé. Vers 11 heures du matin, le directeur financier du prince constata l'absence soudaine de données provenant du registre de Sandringham. La passerelle numérique qui permettait aux deux bureaux de coordonner la gestion du domaine était totalement coupée côté nord. William tenta immédiatement d'appeler directement le portable personnel de son père. L'appel aboutit directement à un message automatique indiquant que l'appareil était hors de portée du réseau. Il contacta donc le standard du domaine et un opérateur principal lui apprit que le roi se reposait et avait donné des instructions strictes, personne, pas même les membres de sa famille, ne devait le déranger. C'est alors que les principaux conseillers à Londres commencèrent à paniquer. Car si le roi modifiait la répartition de ses biens privés sans le consentement du prince de Galles, tout le plan de transition pour le transfert de pouvoir était compromis. Et voici pourquoi c'est si important: les propriétés privées, notamment le château de Balmoral et Sandringham, appartiennent personnellement au monarque et non à la couronne. Ce ne sont pas des biens de l'État, mais des biens personnels. Un changement soudain concernant leur future propriété déclencherait une bataille juridique colossale au sein de la famille. Il ne s'agit pas de simples maisons, mais de biens immobiliers d'une valeur de plusieurs centaines de millions de livres transmis de génération en génération. Pendant que l'équipe de William s'active à Londres, Charles, assise à son bureau, une grande pièce au papier peint de soie verte ornée de portraits de famille, regarde la pluie battre contre la vitre. Sur le bureau repose un registre en cuir ouvert daté de 2024 détaillant les rendements précis du patrimoine foncier du duché. Il trempe sa plume dans un flacon d'encre noire et commence à consigner les derniers ajustements au calendrier successoral. Midi sonne à l'horloge de la tour principale. À ce moment précis, le coursier à moto a déjà franchi les portes du domaine, se dirigeant vers le sud en direction d'un cabinet d'avocats privé à Norwich. Le document qu'il transporte permettra de modifier légalement les décisions institutionnelles prises au cours de la dernière décennie avant la fin de la journée. Les données financières en jeu sont tout simplement stupéfiantes. Il recense des avoirs offshore spécifiques qui n'ont jamais été rendus publics. Il s'agit d'obligations d'entreprise et d'actions de sociétés de premier ordre acquises à la fin du XXe siècle, totalement indépendantes du patrimoine foncier de la duchesse de Lancaster. Pendant Trent A&S. La gestion interne de ces fonds a été confiée à un petit comité de confiance composé de fiduciaires se réunissant 2 fois par an à Édimbourg.
soit 3 décennies de gestion de patrimoine privé menée en toute discrétion. Ed Charles, d'un simple trait de plume, réorientait la situation. L'équipe juridique de Williams à Londres convoqua aussitôt une audience d'urgence dans les bureaux du sous-sol de la Haute Cour de justice. Ils ont commencé à ressortir les chartes historiques régissant la séparation des fonds royaux privés et des biens de l'État. Leur préoccupation était simple: si le roi choisissait de détourner ses comptes offshore de la lignée successorale principale, l'indépendance financière du futur monarque serait gravement compromise. La tension s'est encore exacerbée lorsqu'une confirmation secondaire est parvenue d'un contact bancaire à Zurich. Un formulaire de transfert de propriété avait été soumis par voie électronique à un dépositaire privé suisse quelques minutes seulement avant la coupure du réseau à Sandringham. Le transfert concernait une importante somme d'or historique détenue en fiducie pour les descendants du roi George V depuis 1936. Ce mouvement soudain de capitaux à l'échelle mondiale révélait un problème bien plus vaste qu'un simple désaccord familial concernant un héritage. Il s'agissait d'un démantèlement systématique et ciblé de réserves institutionnelles spécifiques. Le roi se servait de son statut juridique unique de souverain pour contourner les accords de préservation du patrimoine qui unissaient la famille depuis des générations. Il ne se contentait pas de modifier le testament. Il restructurait l'ensemble du système financier de la monarchie. De retour à Sandringham, le secrétaire particulier parvint à rétablir une unique liaison téléphonique analogique avec le ministère de la Maison. Il parlait à voix basse, cachant sa bouche de la main pour éviter d'être entendu dans le couloir. Il rapporta que le service de sécurité du roi avait verrouillé les portes de l'étage, interdisant l'accès à tout membre du personnel du palais ne possédant pas d'autorisation directe du médecin. Ce service, l'équipe médicale chargée de contrôler l'accès aux documents juridiques, avait alimenté les rumeurs parmi le personnel de maison. Le roi aurait découvert une ancienne directive non exécutée de la reine Élisabeth II concernant la distribution de la collection de bijoux privés de la famille. Si cette directive contredisait son testament actuel, cela expliquerait la nécessité soudaine d'une modification immédiate. William résolut le problème en comparant les codes comptables avec ses propres copies privées de l'accord de Windsor. Et ce qu'il découvrit confirma la rumeur: sa grand-mère avait bien laissé un codicille spécifique en 2020 et un autorisant le monarque régnant à réattribuer unilatéralement certains biens non étatiques en cas de crise familiale exceptionnelle. Charles, lui, n'enfreignait pas les règles. Il utilisait une clause de sortie de secours que sa mère avait créée spécialement pour lui. Mais cette résolution n'a fait qu'amplifier le danger de la situation en activant cette clause spécifique. Le Roy déclarait officiellement l'état d'urgence institutionnelle interne. Cette mesure lui conférait l'autorité légale absolue pour redéfinir l'avenir de la fortune privée sans le Parlement, sans le gouvernement et sans l'approbation de ses héritiers, le coursier à moto. Il arriva au cabinet d'avocat de Norwich à 13 heures précises. Il remit la pochette en cuir à un associé principal qui attendait à la porte avec un tampon notarié mobile. Les signatures furent vérifiées auprès du registre principal en 4 minutes. 4 minutes, c'est tout ce qu'il fallut pour que la modification devienne une réalité juridique permanente et irrévocable, impossible à contester devant aucun tribunal du pays. La pluie cessa enfin à Sandringham, laissant les allées de briques humides et luisantes sous le ciel gris du Norfolk. Leroy referma son livre de comptes, remit son stylo-plume sur son support et se leva de sa table. Le silence régnait toujours dans le bâtiment. Traversons maintenant l'Atlantique, car cette histoire a un second lieu, à Montecito, en Californie. Quelques heures après le blocage du réseau, une copie de l'amendement Norwich
a atterri sur un élégant îlot de cuisine en granit. Un assistant personnel, en uniforme gris, a soigneusement découpé l'épaisse bande de sécurité à l'aide d'un ouvre-lettres argenté. C'était tôt le matin, sur la côte ouest. Le document à l'intérieur était estampillé d'un code alphanumérique unique du tribunal du comté de Norfolk. La première page ne portait pas les armoiries habituelles de la famille royale. Elle ressemblait à un ordre de réaffectation d'actifs d'entreprise. Le document visait directement la succession du prince Harry, anéantissant complètement les dernières dispositions financières prévues pour sa lignée au Royaume-Uni. Les bases de la situation financière de Harry reposent sur une série de fiducies créées par son arrière-arrière-grand-mère en 1994. Ces fonds étaient légalement structurés pour distribuer des millions de livres sterling en dividendes une fois que le prince aurait atteint certains âges. Publiquement, le palais avait toujours affirmé que ces fiducies familiales privées étaient juridiquement distinctes des fonds opérationnels de la couronne et donc à l'abri de sanctions institutionnelles soudaines ou d'ajustements politiques. Le document parvenu à Montecito a prouvé le contraire. En ouvrant la page 14 de l'amendement, l'assistant a constaté que le texte modifiait explicitement les conditions de résidence pour tous les versements futurs des fiducies. Selon cette nouvelle règle, tout bénéficiaire ayant un domicile fiscal principal hors des îles britanniques pendant plus de 5 années consécutives était automatiquement exclu du capital de la fiducie. Les fonds seraient alors immédiatement réintégrés au fonds commun de la duchesse de Lancaster. Ce seuil de 5 ans était un calcul précis qui coïncidait parfaitement avec le retrait du prince Harry de ses fonctions royales actives en 2020. Ce calendrier n'est pas une coïncidence. Il s'agit d'une pénalité rétroactive délibérée, conçue par les avocats de la succession pour créer une rupture financière totale. Ils n'ont pas simplement modifié les règles pour l'avenir. Ils ont fixé la date butoir pour qu'elle corresponde exactement au départ du prince Harry. Une clause secondaire, figurant sur la même page, instaurait un mécanisme de confidentialité stricte. Le texte stipulait que toute contestation judiciaire de cet amendement par un bénéficiaire disqualifié entraînerait automatiquement la publication intégrale de tous les audits financiers privés relatifs à ses activités commerciales postérieures à son départ de la famille royale. Le message était on ne peut plus clair, se taire ou voir ses comptes bancaires entièrement exposés par les institutions. C'est une clause de confidentialité inscrite dans un document financier. Vous contestez le testament et soudain, chaque détail de vos transactions commerciales privées devient public. L'avocate de Harry à Londres, Fiona Shackleton. Oui, la même Fiona Shackleton qui a représenté Charles lors de son divorce avec Diana, a reçu une copie numérique sécurisée du document A14H. Elle a immédiatement demandé des éclaircissements au conseiller en gestion de patrimoine du roi. On lui avait expliqué que l'amendement avait été établi en vertu de la loi sur les biens personnels de l'État, ce qui signifiait qu'il échappait totalement à la compétence des tribunaux des affaires familiales et de l'arbitrage public. Aucun tribunal ne pouvait interjeter appel. Or, King avait utilisé un cadre juridique qui rendait cette décision irrévocable. Fiona a alors consulté le tableau des actifs annexés et y a découvert quelque chose d'encore plus précis. Un élément concernant un diadème historique de diamants et de rubis, offert à Diana par un chef d'État étranger en 1981, avait été entièrement retiré de l'inventaire des biens familiaux. Ce bijou était légalement destiné aux enfants de Harry depuis la fin des années 1990, mais il était désormais totalement absent du registre de la couronne et de l'inventaire du patrimoine privé. Fiona a recoupé le numéro d'inventaire avec un ancien registre de Clarence House et a découvert ce qui s'était passé. Le diadème n'avait été ni vendu ni dissimulé.
Le roi l'avait discrètement requalifié en cadeau diplomatique officiel plutôt qu'en bien personnel. Ce faisant, il l'avait légalement transféré à la collection d'État de la Tour de Londres, s'assurant ainsi qu'il ne pourrait jamais être exporté, transmis par héritage, ni utilisé comme garantie pour des prêts privés à l'étranger. Il n'a pas directement retiré le diadème aux enfants de Harry. Il l'a requalifié de sorte qu'il ne leur a jamais appartenu. Mais cette affaire de bijoux a soulevé un problème bien plus important concernant les archives privées de la famille. L'amendement contenait une brève note de bas de page faisant référence à une collection de lettres privées écrites par Harry durant son adolescence à Eton College. Ces lettres sont actuellement conservées dans une chambre forte climatisée sous la bibliothèque de Sandringham. Le nouveau document transférait officiellement leurs droits d'auteur directement au bureau du prince de Galles. Cette décision confère à William un contrôle absolu sur les premières années de la vie de son frère. En vertu du droit d'auteur britannique, le propriétaire d'une lettre physique en contrôle la possession, mais l'auteur conserve les droits de publication. Charles l'avait de fait privé de ce droit, créant ainsi un cadre juridique permettant à William de bloquer la publication de tout mémoire ou documentaire futur utilisant des citations, des extraits ou des descriptions de ses premières interactions familiales. Harry ne peut même plus citer ses propres lettres d'adolescent sans risquer une action en justice pour violation de droits d'auteur de la part de son frère. L'assistant à Montecetto a composé un numéro international sécurisé pour informer Harry du contenu de la pochette. La conversation a duré moins de 3 minutes et s'est conclue par l'ordre de ranger les documents en lieu sûr dans un coffre-fort à domicile. Aucune déclaration publique immédiate, aucune réaction émotionnelle. L'ampleur de cette manœuvre juridique exigeait une approche parfaitement calculée. L'indépendance financière que la branche californienne s'était efforcée de bâtir depuis 2020 était soudainement mise à l'épreuve par un système juridique archaïque contre lequel elle était impuissante. Le roi n'avait usé ni de sa voix, ni de son autorité publique pour sanctionner son fils cadet. Il s'était contenté de modifier quelques lignes du code de la propriété par une simple formalité, un mardi matin pluvieux, créant ainsi un obstacle durable qui allait dicter la réalité financière de la famille pour les décennies à venir. À Londres, la nouvelle de la livraison de Montacita provoqua une légère onde de choc parmi les cabinets d'avocats prestigieux spécialisés dans la gestion des domaines royaux. Dans ce milieu, chacun comprit ce qui venait de se produire. Une limite institutionnelle avait été franchie définitivement. Le palais ne cherchait plus à gérer la querelle familiale par des relations publiques ou des ajustements temporaires. Il usait de l'autorité absolue du droit de propriété pour imposer une obéissance totale et un silence absolu. À 3 heures, dans le bureau du chancelier du duché de Lancaster, les juristes finalisèrent l'enregistrement des nouveaux titres de propriété et les placèrent dans les coffres des archives centrales, où ils resteraient à jamais inaccessibles au public. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car William ne se contentait pas de gérer les conséquences juridiques de l'affaire londonienne. Il monta à bord d'un hélicoptère. Le bimoteur vira brusquement au-dessus des champs inondés du Norfolk, ses rotors fendant l'air sous la pluie battante. William, assis à l'arrière, tenait fermement le bord d'un bloc-notes en plastique et suivait l'écran de navigation lorsque le pilote reçut soudain un message radio du contrôle aérien régional. L'appareil reçut l'ordre d'interrompre son vol vers Londres et d'atterrir immédiatement. Le pilote ajusta les commandes et se dirigea vers une plateforme d'atterrissage en béton près de la limite nord du domaine de Sandringham. Ce n'était pas le protocole d'arrivée habituel pour une visite royale de haut rang.
Habituellement, le déplacement du prince nécessitait un préavis de 48 heures auprès des forces de police locales et une inspection complète de la route périphérique. Cet atterrissage était totalement imprévu, déclenché par un signal d'urgence envoyé directement par l'équipe médicale du roi. Voici quelques éléments de contexte essentiels concernant le statut juridique de Sandringham. La juridiction géographique du domaine est fixée par un accord foncier historique datant de 1902. Sandringham est une propriété entièrement privée, acquise personnellement par la reine Victoria pour son héritier. Contrairement au château de Windsor ou au palais de Buckingham, le domaine n'appartient pas à la Crown Estate Corporation. Le monarque régnant possède l'autorité légale absolue pour interdire l'accès au domaine à quiconque, y compris au prochain, dans l'ordre de succession au trône. William se rendait donc dans une propriété où son père pouvait légalement l'expulser. La tension était palpable lorsque William est descendu de l'hélicoptère avant même que les pales du rotor ne soient complètement immobilisées. Un agent de protection tenait un grand parapluie noir au-dessus de sa tête, mais le vent lui fouettait le visage de pluie. Il s'est dirigé rapidement vers l'entrée arrière de la maison principale où un intendant principal, David Hill, l'attendait. David paraissait visiblement nerveux, les mains enfoncées dans les poches de sa veste cirée. L'intendant a informé le prince que le médecin personnel du roi avait ordonné un isolement médical strict pour tout l'étage supérieur. Aucun membre de la famille n'était autorisé à accéder aux appartements privés sans un certificat d'autorisation signé par le conseil médical. William bouscula l'intendant sans dire un mot et se dirigea droit vers le Grand Hall. L'ascenseur central, installé lors des rénovations de 2022, était hors service. L'écran numérique affichait un message d'erreur indiquant que l'alimentation électrique avait été coupée par un disjoncteur situé dans le bureau privé du roi. William fut contraint d'emprunter l'escalier de service en chaîne situé à l'arrière du bâtiment. Arrivé en haut, il découvrit deux lourdes portes de sécurité renforcées en fer, fermées sur le couloir principal. Ces portes constituaient un dispositif de sécurité ajouté à la résidence en 2023 suite à un audit international. Leur verrouillage et leur déverrouillage étaient assurés par un clavier biométrique nécessitant l'empreinte digitale du souverain ou du chef du service de protection de la famille royale de la police métropolitaine. William appuya son pouce contre le scanner. Un voyant rouge vif clignota 2 fois, suivi d'un signal sonore discret. Son accès biométrique avait été effacé du système local au cours des 2 dernières heures. Quelqu'un avait délibérément privé le prince de Galles de son droit d'accès d'urgence à la résidence privée de sa propre famille. William appela l'officier de permanence au poste de commandement central de Scotland Yard via sa liaison mobile sécurisée. L'officier expliqua que cette modification d'accès n'avait pas été ordonnée par la hiérarchie policière. Elle avait été effectuée directement depuis un terminal administratif principal situé dans le bureau du gardien de la bourse privée, Sir Michael Stevens. Le roi avait usé de sa prérogative souveraine pour émettre un mandat administratif direct, dérogeant temporairement à la hiérarchie de sécurité habituelle. Son propre père l'avait empêché d'entrer. À travers l'étroite fente vitrée des portes de sécurité, William aperçut Sir Clive Alderton qui descendait le couloir intérieur, portant une mallette de cuir verrouillée, ornée d'une étiquette douanière bleue sur la poignée. Cette étiquette bleue signalait un transit diplomatique international. Cela signifiait que les documents contenus dans la mallette n'étaient pas destinés aux archives juridiques classiques de Londres ou de Norwich. Ils étaient préparés pour un transport immédiat vers une juridiction étrangère, potentiellement un territoire d'outre-mer ou une dépendance de la couronne comme l'île de Man, où les trusts de protection des actifs
opère en dehors de toute compétence des tribunaux britanniques de droit commun. William frappa sèchement à la vitre, attirant l'attention de Clive. Le secrétaire particulier s'arrêta, regarda le prince à travers la vitre et secoua lentement la tête. Il n'ouvrit pas la porte. Il brandit une simple feuille de papier, un ordre exécutif signé de la main du roi et daté du jour même. Le texte enjoignait explicitement à tout le personnel de garder le silence absolu jusqu'à ce que le document quitte le domaine. Le prince comprit que toute confrontation physique supplémentaire provoquerait un scandale institutionnel retentissant au sein de la maison. Il s'écarta de la porte de sécurité et descendit l'escalier menant à la bibliothèque du rez-de-chaussée. Il s'assit à une grande table en acajou, ouvrit son ordinateur portable et accéda au registre sécurisé du duché de Cornouailles. Il consulta les chartes historiques régissant la séparation des biens royaux privés. Les calculs devenaient limpides. Si son père choisissait de placer ses biens personnels dans une fiducie à l'étranger, la future indépendance financière de William, en tant que roi, serait soumise aux conditions fixées par les représentants du monarque défunt. Il n'hériterait pas de richesses, mais de restrictions. La pluie extérieure commença à se dissiper, laissant place à un épais brouillard qui enveloppait le parc de Norfolk. Une berline noire aux vitres teintées s'arrêta devant l'entrée latérale de la maison, son moteur tournant doucement au ralenti dans l'air humide. William observa depuis la fenêtre de la bibliothèque Clive monter sur la banquette arrière, serrant contre sa poitrine la mallette de dépêches en cuir. La cour s'éloigna en direction de l'autoroute principale, filant droit vers un aérodrome militaire privé près de la côte. Le délai imparti pour une négociation familiale interne était désormais expiré. L'amendement de dernière minute du roi n'était plus un simple différend de palais. C'était une réalité juridiquement contraignante, physiquement sécurisée, qui dépassait les frontières du Royaume-Uni. Il nous faut maintenant parler des 3 témoins, car c'est là que la machine judiciaire devient véritablement implacable. L'horloge sur la cheminée de la bibliothèque sonna 4 heures, lorsque 3 personnes entrèrent dans la salle de conférence du rez-de-chaussée de Sandringham. Elles ne s'assirent pas à la grande table ovale. Chacune portait un petit carnet relié cuir et un stylo plume noir. La pièce embaumait la cire d'abeille et la laine humide de leur manteau. Dehors, le brouillard avait complètement enveloppé les jardins à la française. L'identité de ces 3 personnes a été déterminée par un protocole constitutionnel strict établi sous le règne du roi George VI. En vertu du droit britannique, les modifications apportées au testament d'un souverain ne peuvent être attestées par des membres de sa famille, des employés du palais ou toute personne susceptible d'hériter. Les personnes choisies étaient Dame Sarah Aspen, juge de la Haute Cour, Sir John Baker, chancelier du comté de Norwich, et le professeur David Starkey, expert en histoire constitutionnelle. Le cadre juridique de cette réunion repose sur la loi de 1837 relative au testament. Cette loi exige que tous les témoins soient physiquement présents dans la même pièce au même moment pour assister à la signature du testateur. Chaque témoin doit ensuite signer le document en présence du testateur. L'équipe juridique du palais avait insisté sur le strict respect de ces règles afin de prévenir toute contestation ultérieure devant les tribunaux des successions. Il voulait une procédure irréprochable. William entra dans la pièce par une porte latérale, tenant un exemplaire imprimé du règlement de 2024 modifiant la loi relative au testament. Il ne fit aucune salutation traditionnelle. Il s'avança droit vers le bout de la table et déposa le document d'un claquement sec. Il déclara clairement que tout amendement relatif à la réattribution des objets de famille historique
nécessitait un certificat de vérification secondaire du Victoria Albert Museum. La juge examina le document, puis leva les yeux vers le prince. Elle expliqua que le roi avait déjà obtenu ce certificat précis lors d'une audience privée à Londres 3 jours auparavant. Les formalités juridiques étaient complètes, ne laissant aucune place à une intervention procédurale du bureau juridique de l'héritier. L'équipe de Williams avait été complètement prise de court sur le plan administratif. Le secrétaire particulier apporta l'exemplaire original de l'amendement dans la salle et le déposa sur un petit pupitre en bois au centre de la pièce. Le document, long de 3 pages, était relié par un cordon de soie verte et scellé d'un anneau de signature privée de la maison de Windsor. L'espace réservé aux signatures était vierge en attente du début de la procédure officielle. C'est alors que le professeur remarqua quelque chose au verso du document. Un petit tampon à l'encre bleue portant la mention « Bureau d'état civil de la duchesse de Cornouailles » était visible près de la marge inférieure. Ce cachet indiquait qu'une partie des biens redistribués appartenait au domaine du prince et non au portefeuille personnel du roi. William n'avait autorisé aucun transfert de ses biens du chaux à un bénéficiaire extérieur. Il exigea l'arrêt immédiat de la procédure jusqu'à ce que son directeur financier puisse examiner le registre des actifs. L'atmosphère devint extrêmement tendue, le chancelier de la duchesse refusant d'ouvrir son encrier tant que l'anomalie ne serait pas expliquée. Il semblait que le roi avait outrepassé ses prérogatives légales. La situation se dissipa en 5 minutes lorsque Sir Clive sortit un dossier secondaire de sa mallette. Il présenta à l'Assemblée un accord d'échange de biens signé, daté de 2023. Lors de la restructuration des résidences royales cette année-là, William avait signé un bail croisé administratif de routine pour un terrain près de H. Highgrove. Il ignorait qu'une clause cachée de ce bail conférait au monarque régnant le droit réciproque de réallouer une valeur équivalente d'actifs non fonciers en cas de restructuration familiale. Ce subterfuge foncier laissa William sans aucun recours légal. Son père avait utilisé un document Successorial Standard que William lui-même avait signé sans en lire les petits caractères pour s'assurer un contrôle permanent et inviolable sur le patrimoine familial. Le prince s'éloigna du pupitre, le visage crispé. Charles entra dans la pièce à 16 H20 précise, s'appuyant lourdement sur sa canne à pommeau d'argent. Il ne regarda pas son fils. Il se dirigea droit vers le pupitre, sortit ses lunettes de sa poche et s'assit sur la chaise en bois. Il prit son stylo-plume, le trempa une fois dans l'encrier et signa au bas de la 3e page. Les 3 témoins s'avancèrent en silence. Dame Sarah signa la première, suivie de Sir John, et enfin du professeur. Chaque signature était accompagnée d'une petite empreinte de cire du sceau d'État de Sandringham. L'opération dura moins de 3 minutes. Un silence absolu régnait entre le père et le fils, sans qu'un seul mot ne soit échangé. Dès que le dernier témoin eut fini de signer, le secrétaire particulier reprit le document et le remit dans son étui en cuir. Il verrouilla les fermoirs en laiton avec une petite clé accrochée à sa chaîne de montre. Le document était désormais une réalité juridique permanente, inviolable pour tout tribunal des affaires familiales, commission parlementaire ou futur décret monarchique. Charles se leva de son bureau, ajusta son manteau et retourna vers les portes de l'ascenseur que l'équipe de sécurité avait remise en marche. Il quitta la pièce sans faire de déclaration, laissant ses témoins ranger leurs carnets et se préparer à retourner à la gare de Norwich. William resta seul dans la bibliothèque
tandis que la berline noire, transportant les témoins, s'éloignait du perron. Il baissa les yeux vers le pupitre vide où le stylo reposait encore sur son support. Une petite feuille de papier buvard restait sur le sous-main en cuir vert, portant l'empreinte légèrement inversée de la signature du roi, encore imprégnée d'encre noire fraîche. L'organisation administrative de son futur règne venait d'être bouleversée en l'espace d'un seul après-midi. Puis, le téléphone sonna. Le standard de la bibliothèque, une ligne sécurisée reliant directement les appartements privés du palais de Buckingham. L'appelant était le gardien de la liste privée, Sir Michael Stevens, qui venait de recevoir la confirmation numérique automatisée de la mise à jour du registre de Sandringham. Il a indiqué que les principaux terminaux comptables de Londres avaient automatiquement bloqué 3 dossiers d'investissement importants à l'étranger suite à la signature du roi. William décrocha le combiné et écouta le compte-rendu financier. Les dossiers bloqués contiennent les réserves de capital liquide du duché de Lancaster, le vaste domaine qui assure au monarque régnant un revenu indépendant. En scellant ses archives par un avenant à la fiducie conditionnelle, Charles s'était assuré que son successeur ne puisse accéder au capital principal sans respecter des conditions de gestion spécifiques et extrêmement restrictives élaborées par l'équipe juridique de Norwich. L'indépendance patrimoniale du duché de Lancaster a été instaurée sous le règne de la reine Victoria. Celle-ci a insisté pour que les fonds privés du souverain restent indépendants du contrôle parlementaire afin de protéger la famille de toute ingérence politique. Pendant plus d'un siècle, cette indépendance a permis d'entretenir les différentes résidences royales et de financer la vie privée de la famille élargie. Charles a retourné ce bouclier historique contre lui-même, l'utilisant comme un garde-fou absolu pour l'avenir financier de sa propre famille. Lorsque William a ouvert le tiroir du bureau pour chercher des copies des registres fonciers, il a trouvé un petit agenda en cuir rouge de 2024 que son père avait laissé derrière lui. À l'intérieur de la couverture arrière, collé sous une liste de numéros de téléphone du domaine, se trouvait un relevé bancaire papier d'un dépositaire privé situé dans l'allée de Man. Le relevé indiquait un solde exactement nul. Une part importante du patrimoine offshore privé de la famille avait été entièrement vidée du compte 24 heures seulement avant la signature. William exigea immédiatement une recherche numérique de la part de son équipe financière à Londres. Il devait savoir où les fonds avaient été transférés avant que la valise n'atteigne sa destination finale. Le mystère fut résolu en 10 minutes grâce à un fax sécurisé reçu sur le répondeur situé dans un coin de la bibliothèque. Le document était un formulaire de confirmation de transfert portant le cachet officiel de la Haute Cour de justice. Lockroy n'avait ni dissimulé l'argent, ni l'avait envoyé à l'étranger. Il avait légalement transféré l'intégralité du solde offshore dans un fonds de dotation permanent et indépendant, dédié exclusivement à l'entretien et à la restauration des appartements d'État historiques du château de Windsor et du palais de Holyrood en Écosse. En liant directement la fortune privée à l'entretien des bâtiments d'État, Charles avait rendu juridiquement impossible pour tout futur monarque de détourner ses fonds vers des comptes personnels ou des arrangements familiaux privés. L'argent était désormais enfermé à jamais au sein même de l'institution, protégé par un pacte juridique inviolable qui ne pouvait être révoqué sans une loi du Parlement. William regarda par la fenêtre tandis que le brouillard commençait à se dissiper de l'allée de gravier, révélant une file de membres du personnel attendant près de l'entrée latérale. Les domestiques, les intendants, les agents de sécurité, tous avançaient avec une hésitation silencieuse et prudente. La prise de conscience s'était répandue dans les étages inférieurs de la maison. Les lignes traditionnelles de l'autorité
avait été fondamentalement bouleversé en l'espace d'un après-midi. Le palais était plongé dans un silence complet, car les anciennes règles du compromis n'avaient plus cours. La relation entre le souverain et l'héritier n'était plus régie par des accords familiaux tacites ni par des objectifs institutionnels partagés. Elle était désormais soumise au langage froid et précis des actes de propriété, des clauses de fiducie et des restrictions d'accès biométrique, ne laissant aucune place à la négociation personnelle ni à l'appel de l'émotion. William ferma son ordinateur portable, rangea ses documents dans sa mallette et la verrouilla avec son code personnel. Il sortit de la bibliothèque et traversa le grand couloir, passant devant les portraits de ses ancêtres qui ornaient les murs. Il savait que lorsqu'il accéderait au trône, il intégrerait une structure financière systématiquement repensée pour limiter sa liberté d'action. Un legs impérissable d'un père qui avait choisi la préservation de l'institution plutôt que l'harmonie de sa propre famille. Il retourna sur l'aire d'atterrissage en béton où son hélicoptère l'attendait, ses moteurs tournant silencieusement au ralenti dans l'air froid du Norfolk. Tandis que l'appareil décollait dans le ciel gris de l'après-midi en direction de Londres, le prince contempla la silhouette imposante en briques rouges de Sandringham House en contrebas. Le bâtiment semblait immobile, un monument absolu à une famille historique qui venait de redéfinir ses propres frontières dans le plus grand secret. Ce règlement silencieux concernant le domaine Norfolk marque un tournant décisif dans l'histoire financière de la maison de Windsor. En utilisant un système juridique d'un autre âge, des codes victoriens, des mécanismes de contrôle hérités de la guerre froide, des prérogatives souveraines et des clauses de bail dissimulées, le roi Charles a fondamentalement redéfini les règles de l'héritage et son influence institutionnelle à huis clos. Et les conséquences de ce mardi matin pluvieux se feront sentir dans cette famille pour des générations.